Te revoilà, élu. Assieds-toi. Ne traverse pas cet instant à toute vitesse parce que quelque chose a bougé et tu le sens déjà, même si personne ne l'a encore formulé à voix haute. Il existe un silence très particulier qui envahit une pièce juste après qu'une vérité irréversible s'est déposée. Ce n'est pas de la paix, c'est le bruit que font plusieurs personnes en comprenant au même instant qu'elles s'étaient trompées, sans savoir quoi faire de leurs mains. C'est ce silence-là qui t'entoure en ce moment. Le silence qui suit une révélation, parce que le vrai toi est enfin devenu visible, pas une version jouée, pas une version administrée pour un public, pas la variante adoucie, simplifiée, facile à digérer, que tu distribuais depuis des années parce que c'était la seule que la plupart des gens pouvaient tenir sans la laisser tomber. Le véritable, l'entier, celui que tu portais en silence depuis le début. Et la réaction du monde n'a pas été des applaudissements. C'est cette partie qui mérite qu'on s'y attarde. Quand la vérité sur toi est remontée à la surface, personne n'a acclamé. Ils se sont figés, ils ont calé. Ils ont relu chaque échange qu'ils avaient eu avec toi comme on visionne des images de vidéosurveillance d'un délit qu'on ignorait avoir commis. Parce que soudain, chaque blague qu'ils ont faite paraît ridicule. Chaque étiquette qu'ils t'ont collée a tourné comme du lait oublié. Chaque petit verdict assuré qu'ils ont prononcé sur qui tu étais et sur ce dont tu étais capable est maintenant posé là, à découvert, manifestement, honteusement faux. Et ils ne peuvent même pas prétendre le contraire, parce que leurs propres mots sont encore archivés, encore retrouvables, encore en train de leur revenir dans leur propre voix. Ils disaient que tu étais quelconque. Ils disaient que tu en faisais trop. Ils disaient que tu ne serais jamais rien de remarquable. Et les voilà silencieux comme des ombres, espérant que tu aies oublié les phrases exactes, terrifiés à l'idée que tu te souviennes de tout. Ce n'est pas un petit moment, élu. C'est l'instant où le masque qu'ils avaient fabriqué pour toi est enfin tombé, et où en dessous il n'y avait jamais eu la personne qu'ils décrivaient. Il y avait la personne que tu es réellement, et l'écart entre ces deux choses, c'est ce qui a fait exploser la pièce. Avant d'aller plus loin, si ça touche déjà quelque chose de vrai en toi, appuie sur le pouce et abonne-toi. Pas pour moi, pour la mission. Ce message n'atteint les personnes pour lesquelles il a été conçu que si tu le pousses en avant. Et écris 777 en commentaire. Pas pour la chance, pas pour la mode, mais comme une marque indiquant que tu étais présent pour celui qui explique enfin pourquoi la vérité sur toi a frappé aussi fort. Bien. Démontons tout ça. Chapitre 1. Leurs mensonges n'ont pas survécu au contact du réel. Voici la première chose à comprendre sur ce qui vient de se produire. Ce n'est pas ta transformation qui les a brisés. Tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Il n'y a pas eu d'amélioration magique. Ce qui les a brisés, c'est de réaliser que tu n'avais jamais été la personne réduite, simple et maniable qu'ils décrivaient depuis des années. La version réelle était là depuis toujours. Ils ont juste fini par épuiser toutes les manières d'éviter de la voir. Réfléchis à ce que fabrique réellement une étiquette. Quand quelqu'un décide que tu es banal, ou excessif, ou en demande d'attention, il ne te décrit pas. Il construit un récipient. Et le récipient n'est pas pour toi. Il est pour lui. Il lui permet de te ranger quelque part de pratique, quelque part qui n'exige pas de continuer à te prêter attention, quelque part qui ne menace pas l'idée qu'il se fait de sa propre place. L'étiquette disait « Je comprends cette personne, je l'ai classée, je peux arrêter de regarder. » Et pendant des années, ce récipient a tenu, non pas parce qu'il était juste, mais parce que personne ne l'avait mis à l'épreuve. Personne n'avait de raison de le faire. La version de toi qu'ils avaient archivée était assez discrète pour ne pas faire de scandale au sujet de son mauvais classement. Puis la vérité est remontée, et le récipient a volé en éclats, parce qu'un contenant conçu pour une petite chose ne peut pas contenir une grande. À l'instant où le vrai toi est devenu visible, chaque étiquette est devenue visiblement trop étroite. Et c'est une humiliation d'un genre particulier, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir eu tort, il s'agit d'avoir eu tort avec assurance, publiquement, d'une manière désormais impossible à reprendre. Imagine quelqu'un manipulant une lame pendant des années, enveloppée dans un tissu, la traitant avec négligence, la jetant d'un endroit à l'autre, convaincu qu'elle était émoussée. Toute sa relation à cet objet reposait sur l'idée qu'il ne pouvait pas trancher. Et un jour le tissu glisse, l'acier accroche la lumière, et il comprend qu'il a été imprudent avec quelque chose qui aurait pu l'achever à n'importe quel moment.
Cette lame n'était pas neuve. Elle venait simplement d'être découverte. Et la peur qu'ils ressentent n'est pas la peur d'une chose nouvelle. C'est la peur rétroactive de tout ce qu'ils ont fait en la croyant inoffensive. Voilà ce qu'a fait la révélation, élue. Elle ne leur a pas seulement montré qui tu es aujourd'hui. Elle est remontée en arrière et a réécrit chaque interaction qu'ils ont eue avec toi. Et maintenant, ils doivent vivre avec la nouvelle version de leurs propres souvenirs. Et voici ce qu'ils ne diront jamais tout haut. Certains ne t'ont pas mal jugé par accident. Ils avaient besoin que tu paraisses plus petit que tu ne l'étais, parce qu'un toit réduit était plus facile à côtoyer. Un toit réduit n'imposait aucune comparaison. Un toit réduit leur permettait de se sentir le plus intelligent, le plus capable, celui qui avait compris. Ils ont donc bâti le récipient non par ignorance, mais par besoin. Et ce besoin est aujourd'hui exposé avec tout le reste. La vérité a traversé tout cela comme le soleil traverse un plastique fin. Et les voilà debout dans la lumière, à cligner des yeux, tenant un récipient vide, se demandant comment ils ont pu se tromper aussi longtemps à ton sujet. Et voici le détail qui rend tout cela plus tranchant. Le récipient qu'ils t'avaient fabriqué ne se trompait pas seulement sur ta taille. Il se trompait sur ta nature. Ils n'ont pas seulement sous-estimé ta capacité. Ils ont mal compris de quel genre de choses tu étais. Ils te croyaient suiveur alors que tu construisais. Ils te croyaient réactif alors que tu étais délibéré. Ils te croyaient en attente d'instructions alors que tu fixais silencieusement tes propres directions. C'est pour cela que la révélation a été désorientante plutôt que simplement surprenante. Une surprise, c'est quand une chose est plus grande ou plus petite que prévu tout en restant du genre attendu. La désorientation, c'est quand la chose s'avère appartenir à une catégorie entièrement différente. Ils ne se trompaient pas sur la quantité de toi. Ils se trompaient de catégorie. Et les erreurs de catégorie ne se corrigent jamais en douceur. Elles imposent une reconstruction totale. Imagine quelqu'un qui traite depuis des années un animal endormi comme un rocher. Il s'est assis dessus. Il s'en est servi pour caler des choses. Il a organisé son petit décor autour de cet élément fixe et inerte du paysage. Et puis ça bouge. Le choc n'est pas que le rocher était plus gros que prévu, c'est qu'il n'a jamais été un rocher. Tout ce qui a été fait en le supposant inerte doit être reconsidéré, et une angoisse sourde s'installe quant à ce sur quoi il a bien pu s'asseoir d'autres. C'est la texture exacte de ce qu'ils ressentent, élu. Pas « nous l'avions sous-estimé », mais nous avions mal compris ce qu'il était. Nous avons bâti des années de comportement sur ce malentendu, et maintenant chaque morceau doit être réexaminé. Et tu n'as rien fait pour provoquer cela, sinon exister tel que tu es réellement. Tu n'as pas fait semblant d'être un rocher. Ce sont eux qui l'ont décidé parce que c'était commode, parce qu'un rocher n'exige rien, parce qu'un rocher peut être utilisé sans culpabilité. Le mauvais classement leur appartenait. Le confort qu'il leur procurait leur appartenait. Et l'effondrement de ce confort, maintenant que tu as bougé, leur appartient aussi. Chapitre 2. Ton silence n'a jamais été ce qu'ils croyaient. Pendant des années, ils avaient une lecture de ton calme, et cette lecture les arrangeait. Ils voyaient dans ton silence une absence, un manque de choses à dire, une incapacité à être assez vif, assez rapide, assez audacieux pour suivre. Ils ont pris ta retenue pour un déficit, et ils ont bâti leur assurance sur cette erreur. Mais ton silence n'a jamais été un manque, c'était un choix, et ils travaillaient sans arrêt. Comprends bien la différence, parce qu'elle est décisive. Une personne silencieuse parce qu'elle n'a rien à offrir, c'est une chose. Une personne silencieuse parce qu'elle observe, calcule, choisit son moment et refuse de dépenser son énergie pour des gens qui ne l'ont pas mérité, c'est tout autre chose. Va de l'extérieur sur un instant isolé. Les deux se ressemblent parfaitement. Mais avec le temps, elles divergent totalement, et cette divergence vient de devenir visible. Ils t'ont vu ne pas réagir, et ont conclu que tu étais faible. Ce qu'ils regardaient en réalité, c'était de la discipline. Ils t'ont vu ne pas te battre pour certaines choses, et ont conclu que tu n'en voulais pas. Ce qu'ils regardaient, c'était quelqu'un qui avait déjà jugé que la récompense ne valait pas le spectacle. Ils t'ont vu rester calme là où ils t'attendaient au craquement, et ils ont classé ça en passivité, alors que c'était de la maîtrise. Imagine quelqu'un transportant partout une mallette fermée à clé. Les gens rient, ils la supposent vide.
Ils disent que tu te donnes de l'importance, que tu te promènes avec du néant en jouant les mystérieux. Et un jour, la mallette s'ouvre et à l'intérieur se trouve tout ce dont ils juraient que tu étais dépourvu. La compétence, la profondeur, l'intelligence, la capacité. Et ils ne fêtent pas ça, ils paniquent, parce qu'il leur faut désormais réconcilier des années de moqueries assurées avec ce que la mallette contenait depuis le début. C'est ce que ta révélation leur a fait. Elle a ouvert la mallette. Et le contenu n'était pas une surprise pour toi, tu as toujours su ce que tu portais. La surprise était entièrement pour eux. Et elle a tourné en quelque chose de plus proche de l'effroi, parce que s'ils se sont trompés à ce point sur la mallette, sur quoi d'autres se sont-ils trompés? Voici la vérité qui les pique le plus. Ton silence n'était pas une tromperie. Ils veulent absolument l'appeler ainsi, parce que la tromperie ferait d'eux des victimes plutôt que des naïfs. Mais tu n'as jamais menti. Tu n'as jamais prétendu valoir moins que ce que tu valais. Tu as simplement refusé de jouer l'intégralité de toi-même, devant un public qui t'avait montré qu'il ne pouvait pas la supporter. Ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est du discernement. Et il y a une raison à leur colère. Quand quelqu'un découvre que tu valais plus qu'il ne pensait, il a deux options. Admettre qu'il t'a mal jugé, ce qui demande de l'humilité, ou t'accuser de t'être caché, ce qui préserve sa fierté. La plupart choisissent l'accusation. Alors ils disent que tu les as trompés, manipulés, que tu n'étais pas celui que tu semblais être. Mais écoute bien cette accusation, parce qu'en dessous, il y a un aveu. Ce qu'ils disent réellement, c'est « J'étais certain de toi, ma certitude était fausse, et je préfère blâmer ton mystère que ma propre cécité. Tu ne t'es pas caché, élu, tu étais entièrement visible depuis le début. Ils ne lisaient simplement pas d'assez près, et maintenant que la vérité est impossible à manquer, ils prétendent qu'elle était dissimulée, parce que l'alternative serait de reconnaître qu'ils ne regardaient pas. » Chapitre 3. Pourquoi la révélation a frappé comme une coupure de courant? Il y a une raison pour laquelle la vérité sur toi n'a pas atterri comme une agréable surprise. Elle a atterri comme une panne générale, soudaine, totale, désorientante. Et il vaut la peine de comprendre le mécanisme, parce qu'il explique la texture précise de leur réaction. Les gens absorbent sans peine ce qui s'accorde à leur image existante. S'ils te croient d'une certaine façon et que tu agis en cohérence, l'information se range toute seule. Aucun frottement, aucune perturbation. Mais quand une information contredit le tableau entier, l'esprit ne se met pas à jour en douceur. Il cale. Il doit jeter l'ancien modèle et reconstruire, et la reconstruction prend du temps et produit entre les deux une période de vraie désorientation. Cette période intermédiaire, c'est ce que tu les regardes traverser. Le calage. Le noir complet. Le moment où l'ancienne compréhension a disparu et où la nouvelle n'est pas encore formée, où il reste planté là sans aucun modèle fonctionnel de toi. Et dans ce noir, quelque chose de précis se produit. Le passé revient les étrangler, chaque rejet, chaque haussement d'épaule. Chaque fois qu'ils ont parlé par-dessus toi ou de haut, ou qu'ils t'ont expliqué une chose que tu comprenais mieux qu'eux, tout remonte d'un coup, désormais recadré par la vérité, désormais insupportable à revoir. Parce que voici ce que la révélation a fait. Elle n'a pas seulement changé le présent, elle a rétroactivement modifié le sens du passé entier. Chaque échange se relit autrement. Le jour où ils t'ont fait la leçon, ce n'était pas de la sagesse, c'était de l'aveuglement. Le jour où ils ont douté de toi, ce n'était pas de la prudence. C'était une erreur qu'ils regardent maintenant en boucle. La révélation a transformé toute leur histoire avec toi en compilation de leurs propres fautes, et ça tourne sans arrêt, et ils ne peuvent pas éteindre. Imagine un enquêteur qui comprend, des mois après le début d'une affaire, que la personne écartée dès le premier entretien avait résolu l'énigme avant lui. Chaque décision postérieure à ce rejet paraît désormais absurde. Toute l'enquête doit être recomprise, et l'enquêteur ne se sent pas seulement en tort sur un point. Il se sent en tort sur la forme entière du récit. C'est ça, le noir complet, élu. Pas une prise de conscience isolée, mais une cascade, où une correction en impose 1000 autres, où l'esprit ne suit plus, et où il ne reste que la sensation écœurante d'avoir eu tort avec assurance, complètement, publiquement, au sujet de quelqu'un qui se tenait juste devant eux. Et tu n'as rien fait pour provoquer ça. C'est ce qui aggrave la chose pour eux. Tu n'as pas attaqué. Tu ne les as pas dénoncés volontairement. Tu ne t'es pas levé pour annoncer leurs erreurs. Tu es simplement devenu visible,
et leurs erreurs se sont dénoncées elles-mêmes dans la lumière. Chapitre 4. Ce n'est pas toi qu'ils craignent, c'est de s'être trompés sur toi. Soyons précis sur l'objet réel de leur peur, parce qu'il est facile de se méprendre. Ils n'ont pas peur de toi. Tu n'as menacé personne. Tu n'as pris aucune revanche. Tu n'as rien fait pour compliquer la vie de qui que ce soit. La peur ne concerne pas ce que tu pourrais faire. Elle concerne ce que ton existence démontre. Parce que s'ils se sont trompés à ce point sur toi, le sol, sous tout le reste, commence à trembler. Leur jugement en lequel ils avèrent confiance devient suspect. Leur lecture des autres, sur laquelle ils s'appuyaient, devient discutable. Leur sentiment général d'être quelqu'un qui comprend l'ambiance d'une pièce, qui voit clair, qui sait de quoi il retourne, a pris un coup dont il ne se remet pas facilement. Tu es devenu une preuve, élue. La preuve qu'ils ne voient pas aussi bien qu'ils le croyaient. Et personne ne veut tenir cette preuve entre ses mains. C'est pourquoi ils cherchent sans cesse à la poser, à t'expliquer autrement, à trouver une version de l'histoire dans laquelle ils n'auraient finalement pas eu tort. Imagine quelqu'un qui a navigué toute sa vie avec une certaine confiance dans sa propre perception. Il se fie à son instinct. Il est fier de savoir lire les gens. Et il découvre que l'une de ses lectures les plus assurées était totalement, démontrablement fausse. Ce n'est pas seulement gênant. C'est déstabilisant parce qu'il doit désormais s'interroger sur toutes les autres. Si l'instinct s'est trompé à ce point une fois, quand d'autres s'est-il trompé? L'instrument entier avec lequel il s'oriente devient soudain douteux. Voilà la peur. Pas toi. Leur propre jugement devenu subitement peu fiable. Et c'est pourquoi la révélation dépasse largement un moment personnel entre eux et toi. Ce n'est même plus vraiment à ton sujet. C'est au sujet de leur rapport à leur propre esprit. Tu as fissuré quelque chose, et à travers la fissure, ils aperçoivent une incertitude beaucoup plus vaste, et c'est cette incertitude qui les empêche de dormir, pas toi. Voici ce que tu dois en retenir. Leur réaction n'est pas une mesure de ta valeur, c'est une mesure de leur déstabilisation. L'intensité de leur réponse t'indique à quel point leur supposition erronée était porteuse, pas à quel point tu comptes pour eux. Certains avaient bâti sur le fait d'avoir raison à ton sujet, bien plus qu'ils ne l'ont jamais avoué. Et maintenant qu'ils ont tort, il s'écroule plus de choses qu'ils ne l'imaginaient. Tu n'as pas à gérer cet effondrement. Il ne t'appartient pas. Tu n'as pas construit leur certitude, et tu n'es pas responsable de ce qui arrive quand elle tombe. Tu es simplement devenu visible, et la visibilité n'est pas une agression, même si elle en a le goût pour des gens qui te préféraient dans l'ombre. Et voici une chose à guetter dans les semaines qui viennent, parce qu'elle te dira exactement qui redoutait le plus d'avoir eu tort. Les plus perturbés par la révélation ne seront pas toujours ceux qui se taisent. Certains vont hausser le ton. Ils vont insister. Ils vont défendre, plus fermement qu'avant, l'ancienne version de toi. Ils trouveront de nouvelles raisons de rejeter ce que tout le monde voit désormais clairement. Comprends ce que c'est. Ce n'est pas de l'assurance. C'est quelqu'un qui se bat pour maintenir son ancien modèle en vie, parce que ce modèle soutient une chose qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Plus le déni est bruyant, plus il y avait de choses bâties sur la supposition qu'on refuse d'abandonner. Quand quelqu'un refuse de se corriger devant une évidence, il ne te parle pas de toi. Il te dit quelle part de son identité était investie dans le fait d'avoir raison à ton sujet. Alors ne te laisse pas troubler par ceux qui montent le volume. Ils ne sont pas plus solides que ceux qui se sont tus. Ils ont plus peur. Et le volume, c'est la peur qui fuit. Une personne en paix avec une correction s'ajuste discrètement. Une personne menacée par une correction doit l'attaquer, parce que l'alternative serait de la laisser entrer. Et la laisser entrer lui coûterait plus qu'elle ne peut payer. Tu verras les deux réponses, élues. Le silence et le vacarme. Ce sont la même chose habillées différemment. Les deux sont le bruit de quelqu'un découvrant la faillite de son jugement, et aucune des deux n'est un verdict sur toi. Un groupe fait son deuil en silence. L'autre le fait bruyamment. Et ton seul travail est de reconnaître qu'aucune de ces réactions ne modifie ce qui est vrai. La vérité ne devient pas plus vraie quand ils l'acceptent, ni moins vraie quand ils la combattent. Elle est simplement ce qu'elle est désormais, visible et permanente, et leur adhésion n'a jamais été une condition de sa réalité. Chapitre 5. Ceux qui se moquaient le plus fort étaient ceux qui te craignaient le plus tôt. Laisse-moi te dire une chose que tu as déjà vécue, même si tu ne l'avais jamais tout à fait comprise.
Tu te souviens quand tu étais plus jeune et que les gens devenaient bizarres dès que tu réussissais? Pas encourageant, pas fier, bizarre, un peu froid, un peu cassant exactement au moment où tu attendais de la chaleur. Tu as sans doute classé ça en jalousie, et la jalousie en faisait partie, mais ce n'était pas tout. Sous la jalousie, il y avait quelque chose de plus ancien et de plus révélateur. De la peur. Une peur prématurée. Parce qu'à un certain niveau, ils l'ont vu avant toi. Ils ont entrevu qui tu allais devenir, ça les a troublés, ils n'avaient pas les mots pour le dire, alors c'est sorti de travers. En moquerie, en rejet, en petit effort constant pour te faire sentir plus petit que la chose qu'ils percevaient sourdement. Les enfants ne persécutent pas ce qu'ils ne craignent pas secrètement. Les adultes ne médisent pas de gens qui ne menacent pas discrètement leur confort. Chaque insulte qu'on t'a jetée était de la panique déguisée à bas prix. C'étaient des gens réagissant à une version future de toi qui leur faisait peur, bien avant que cette version n'arrive. Repense au nombre de fois où quelqu'un t'a minimisé puis t'a copié en douce. Au nombre de fois où quelqu'un a fait mine de ne pas te comprendre, non parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'admettre qu'il comprenait revenait à admettre que tu opérais un cran au-dessus. Au nombre de fois où quelqu'un a ri d'une de tes idées avant d'en présenter plus tard une version comme la sienne. Rien de tout cela n'était aléatoire. C'étaient des réactions à quelque chose qu'il sentait sans pouvoir le nommer. Il réagissait à ton potentiel avant qu'il ne soit visible, le traitant comme une menace avant qu'il n'en devienne une, cherchant à baisser une lumière qui n'était pas encore complètement allumée. Imagine une salle pleine de gens qui répètent depuis des années qu'une certaine porte ne mène nulle part. Ils ont bâti leur statut là-dessus. Ils préviennent les nouveaux venus de s'en écarter. Et pendant tout ce temps, discrètement, ils ont peur de ce qu'il y a derrière, ce qui explique exactement l'énergie qu'ils mettent à empêcher quiconque de l'ouvrir. Tu étais la porte, élue. Et leur moquerie n'a jamais été de la confiance. C'était du contrôle de foule, une tentative de te maintenir fermé, parce qu'une part d'eux a toujours soupçonné ce qui arriverait à ton ouverture. Et maintenant tu t'es ouvert, et tout ce qu'ils disaient pour t'en empêcher est exposé pour ce que c'était. Pas de l'analyse, pas de la lucidité, de la gestion de peur. Ça n'a pas fonctionné, tout est encore archivé, et ils le savent. Chapitre 6. Ta révélation ne t'a pas exposé. Elle les a exposés. Voici le renversement au centre de tout, et une fois que tu le vois, tu ne peux plus ne pas le voir. Il continue de vivre cela comme ta révélation, comme si le projecteur était sur toi. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Quand la vérité sur toi a émergé, elle ne t'a pas d'abord éclairé toi. Tu savais déjà qui tu étais. La lumière est tombée sur eux. Elle a exposé leurs limites, leur insécurité, leur manque de vision, leur incapacité à reconnaître quelque chose d'important placé directement devant eux. Imagine entrer dans une pièce sombre avec une lampe puissante et la braquer non pas sur toi mais sur ceux qui ont vécu dans cette pénombre toute leur vie. Admirent-ils ton éclat? Non. Ils plissent les yeux. Ils reculent. Ils déclarent la lumière excessive, agressive, trop crue, parce que la lumière ne leur montre pas toi. Elle leur montre le peu qu'ils voyaient avant son arrivée, et personne n'apprécie qu'on lui montre les limites de ses propres yeux. C'est pourquoi ta vérité leur a paru être une attaque, alors que tu n'as attaqué personne. Ta clarté a exposé leur flou, ta profondeur a exposé leur superficialité, ta précision a exposé leur négligence. Non parce que tu le cherchais, mais parce que c'est ce qui arrive quand quelque chose de réel apparaît à côté de choses qui faisaient seulement semblant. Et remarque leur réponse. Ils ne disent pas « je ne voyais pas clair ». Ils disent « tu étais trop ». Ils déplacent le problème de leur perception vers ton intensité. C'est une manœuvre défensive, et elle devient transparente dès qu'on sait la repérer. Quiconque qualifie une vérité de trop éblouissante t'avoue en réalité la faiblesse de ses yeux. Voici la part qui devrait apaiser quelque chose en toi. Tu as passé des années à te demander si tu étais trop, s'il fallait baisser d'un ton, si ta profondeur posait problème, si ton intensité repoussait, s'il y avait un défaut dans ta manière de voir les choses. Et la réponse désormais visible de tous est non. Il n'y a jamais rien eu de défectueux chez toi. Il y avait quelque chose de limité chez ceux qui ne pouvaient pas te supporter. Et ils ont projeté cette limite sur toi parce que c'était plus simple que de l'assumer. La révélation n'a pas seulement montré au monde qui tu es, elle a montré au monde qui ils étaient depuis toujours.
dissimuler derrière des opinions assurées sur quelqu'un qu'ils n'ont jamais été équipés pour comprendre. Et c'est une blessure bien plus profonde que tout ce que tu aurais pu infliger volontairement, parce que tu ne l'as pas infligé du tout. Ils se la sont faite eux-mêmes, il y a des années, et la révélation a simplement allumé la lumière pour que tout le monde puisse la voir. Chapitre 7. Tu étais en couche, pas faux. Traitons maintenant l'accusation de front, parce qu'ils l'adorent. Ils te disent faux. Ils disent que tu étais différent selon les gens, que tu montrais des faces distinctes, qu'ils n'ont jamais eu le vrai toi. Et ils le disent comme s'il s'agissait d'un délit. Mais voici la vérité qui démonte l'accusation. Tu n'as jamais été faux. Tu étais stratifié. Et entre les deux, il y a un monde. Faux signifie mensonger. Cela signifie que ce qu'ils voyaient n'était pas réel. Or, tout ce qu'ils ont vu était réel. Chaque version de toi qu'ils ont rencontrée était authentiquement toi. Elle n'était simplement pas la totalité, parce que la totalité dépassait ce que la plupart pouvaient tenir. Tu donnais donc à chacun la couche qu'il pouvait effectivement recevoir, non pour tromper, mais parce que livrer l'ensemble d'un seul coup l'aurait submergé jusqu'au contresens complet. Imagine une fresque immense, si vaste qu'on ne peut la voir d'un seul regard. On la dévoile section par section. Un groupe voit les couleurs vives et te déclare tendre. Un autre voit les lignes dures et te déclare froid. Un autre voit les ombres et te déclare cachotier. Et chaque groupe débat du sens de la fresque, certains de l'avoir saisie, alors que chacun n'a vu qu'un fragment qu'il n'était jamais censé interpréter seul. C'est ainsi que ton identité fonctionnait réellement, une vérité distribuée par doses, non par incohérence, mais parce que tu étais trop vaste pour être servi en une seule portion à des appétits modestes. Et voici la question qui te traverse peut-être. Était-ce mal de montrer des faces différentes à des gens différents? Était-ce malhonnête? Non. Chacun ajuste sa manière d'être selon la pièce dans laquelle il entre. Tu n'apportes pas les mêmes parts de toi à un enterrement qu'à une fête, à un inconnu, qu'à ton plus vieil ami. Ce n'est pas de la fausseté. C'est de l'intelligence sociale. La seule différence, c'est que ton amplitude était plus large, et une large amplitude déroute ceux qui supposent que tout le monde est aussi plat qu'eux. Considère-toi comme un prisme. Chacun a vu la couleur qui sortait de son côté. Et au lieu de comprendre que leur angle était limité, ils ont accusé le prisme de changer. Voilà à quel point leur modèle de toi était rudimentaire. Incapables de concevoir une chose contenant plusieurs vérités simultanées, ils ont décidé que tu devais alterner des mensonges. Voici ce qui les mord le plus fort aujourd'hui. Chaque version que tu montrais était vraie. Elle n'était simplement pas complète. Ils n'ont pas eu l'accès total. Ils ont eu un aperçu. Ils n'ont pas eu le livre entier. Ils ont eu un chapitre. Ils n'ont pas rencontré le vrai toi. Ils ont rencontré la quantité de toi que leur capacité pouvait absorber. Et maintenant que l'image complète s'est avancée, ils réalisent qu'ils ne t'ont jamais connu, et pire, que la raison en était leur propre amplitude réduite, pas ta malhonnêteté. Ton intimité n'était pas de la dissimulation, c'était de la protection. Ta retenue n'était pas un masque, c'était une frontière. Et le fait qu'ils appellent ça une tromperie prouve seulement qu'ils ne saisissent toujours pas la différence, et ne la saisiront peut-être jamais. Et voici ce qui va se produire maintenant que l'image plus complète est sortie, une chose à laquelle tu dois te préparer. Les mêmes personnes qui ne supportaient pas les couches qu'on leur donnait vont soudain réclamer toutes les autres. Elles voudront l'accès intégral. Elles se sentiront en droit d'obtenir les parts de toi qu'elles n'ont jamais méritées. Comme si la révélation était une invitation, comme si en voir davantage signifiait qu'on leur doit tout. Ne confonds pas leur curiosité nouvelle avec une capacité nouvelle. Vouloir la totalité de toi et pouvoir la tenir ne sont pas la même chose. Ceux qui exigent l'accès complet aujourd'hui sont, dans la plupart des cas, exactement ceux qui ont prouvé qu'ils ne supportèrent pas un fragment. Leur appétit a grandi, pas leur amplitude, et confier l'image entière à quelqu'un dont l'amplitude n'a pas changé, c'est refaire l'erreur initiale à plus grande échelle. Tu as encore le droit de te distribuer par dose. La révélation ne t'a pas obligé à devenir un livre ouvert pour quiconque s'intéresse soudain à toi. La visibilité n'est pas la disponibilité. Que les gens voient plus de toi qu'avant ne signifie pas qu'ils peuvent tout voir à la demande. La frontière qui t'a protégé pendant les années silencieuses te protège encore. Et le fait que davantage de regards soient posés sur toi
ne dissous pas ton autorité sur ce que tu partages. C'est important, parce qu'il y a un piège dans la révélation. Le piège consiste à croire que, parce qu'on t'a vu, tu dois désormais une transparence totale à qui la demande. Tu ne dois rien. La révélation a changé ce qu'il est possible de savoir de toi. Elle n'a pas changé ton pouvoir de décision sur ce que tu livres. C'est toujours toi qui tiens les doses. Ça l'a toujours été. Et cette vague d'intérêt n'est pas une exigence à satisfaire. C'est juste la preuve que la chose que tu protégeais méritait d'être protégée. Alors laisse-les être curieux. Laisse-les en vouloir davantage. Et continue de donner à chacun exactement la couche qu'il a montré pouvoir tenir, pas plus, non par cruauté, mais par la même sagesse qui t'a porté jusqu'ici. La révélation n'était pas la fin de ton discernement, elle en était la validation. Chapitre 8. Tu ne te cachais pas, tu chargeais. Ils adorent dire que tu as disparu, que tu t'es effondré, que tu es devenu silencieux, que tu as perdu ta flamme, que tu as reculé. Et pendant un temps, vu de l'extérieur, ça a même pu ressembler à ça. Mais voici la vérité qui recadre entièrement la période qu'il prenait pour ton déclin. Tu ne disparaissais pas, tu te développais. Tu n'étais pas absent, tu incubais. Tu t'es retiré du bruit non parce que tu n'avais rien, mais parce que tu bâtissais une chose qui aurait été sabotée à la seconde où ils auraient senti sa puissance croissante. Comprends pourquoi le silence était nécessaire. Certaines choses ne poussent que dans un silence protégé. Exposées trop tôt, elles sont attaquées avant d'être assez solides pour survivre à l'attaque. Jugées trop vite, elles se laissent modeler par la peur des autres plutôt que par ta propre vision. Alors l'univers, ou ton instinct, ou peu importe le nom que tu lui donnes, t'a maintenu discret et silencieux, durant précisément la période où la visibilité aurait été fatale. Imagine un système orageux se formant à des kilomètres d'altitude. Vu d'en bas, le ciel paraît calme. Les gens trouvent ça ennuyeux. Rien ne se passe là-haut. Mais dans ce calme apparent, la pression monte. L'énergie s'accumule. Toute l'atmosphère se réorganise. Et un jour, l'éclair tombe sans prévenir. Et tout le monde en bas fait comme s'il l'avait vu venir, alors qu'une heure plus tôt, il déclarait le ciel vide. C'était toi. L'immobilité apparente était la montée en charge. Le silence était la pression qui s'accumulait. Et ce qui ressemblait à du néant était le travail le plus important de ta vie, accompli précisément là où personne ne pouvait interférer. Voici le doute qui vit peut-être en toi. Ai-je mis trop de temps? Le silence m'a-t-il coûté quelque chose? Aurais-je dû avancer plus tôt? Non. Si tu t'étais révélé plus tôt, ils auraient attaqué avant que tu ne sois prêt. Ils auraient vidé ton énergie pendant que tu te formais encore. Ils auraient célébré tes faux pas et s'en seraient servis pour te convaincre d'arrêter. Le délai n'était pas un coup, c'était une protection. On t'a gardé dans l'obscurité non comme punition, mais parce que l'obscurité était l'endroit où la croissance pouvait se faire sans témoin. Pense à une graine sous terre. Personne ne l'applaudit. Personne ne sait même qu'elle est là. Depuis la surface, ce carré de terre semble mort. Mais dessous, ça se réorganise, ça envoie des racines, ça rassemble tout le nécessaire pour l'instant exact où le sol s'ouvrira. Et quand elle perce enfin, tout le monde s'étonne, comme si la croissance avait eu lieu en un éclair, alors qu'elle avait lieu depuis le début, silencieusement, là où personne ne regardait. La fissure dans la surface, élue, c'est ce qui vient d'arriver. Ta révélation, c'était le sol qui s'ouvre. Et le choc ressenti ne vient pas d'une croissance rapide, il vient du fait que tu as poussé là où ils ne pouvaient pas voir, et qu'ils ont pris leur propre cécité pour ton absence. Chapitre 9. Leur sous-estimation était ton terrain d'entraînement. Voici un recadrage qui transforme tout ce qu'ils t'ont fait en quelque chose qui t'a servi. Chaque fois qu'ils t'ont écarté, ils te transmettaient de l'information. Chaque fois qu'ils t'ont sous-estimé, ils t'offraient un avantage sans le savoir. Parce que quand on te croit inoffensif, on cesse de jouer devant toi. On baisse la garde. On se montre tel qu'on est. Et pendant qu'ils étaient détendus, convaincus que tu ne représentais aucune menace, tu observais. Tu apprenais leur schéma. Tu notais qui panique sous pression, qui ment quand il est nerveux, qui envie en silence, qui rivalise en cachette. Leur mépris n'était pas une insulte, c'était un accès, réfléchi. Une personne que tout le monde prend au sérieux ne voit jamais la version non filtrée de qui que ce soit. Tout le monde joue devant elle. Mais une personne que tout le monde sous-estime voit tout, parce que personne ne prend la peine de se cacher
devant quelqu'un jugé insignifiant. Ta sous-estimation t'a offert une vue sur les gens que leur respect t'aurait refusé. Imagine être enfermé dans une pièce par des gens qui te supposent trop faible pour en sortir. Alors, ils ne surveillent pas de près. Ils ne renforcent rien. Ils supposent simplement que les murs tiendront. Et pendant tout ce temps à l'intérieur, tu étudies les fissures, les points faibles, les charnières, les angles exacts de la sortie. Quand ils pensent enfin à vérifier, tu connais déjà la pièce mieux que ceux qui l'ont construite. Voilà ce que leurs limites t'ont donné. Ils t'ont fabriqué une boîte sans jamais vérifier si tu pouvais voir au travers. Et depuis l'intérieur de cette boîte, tu les as étudiés comme un scientifique étudie des créatures prévisibles, apprenant des comportements qu'il ne savait même pas exhiber. Rien de tout cela n'était de la faiblesse, élue. C'était de la reconnaissance de terrain. Chaque rejet était une donnée. Chaque sous-estimation était une brèche dans leur défense que tu cartographiais discrètement. Ils croyaient apprendre ta place. Ils entraînaient en réalité la chose exacte qui allait les dépasser. Et voici la part qui frappe le plus fort maintenant que la révélation a eu lieu. Ils ne peuvent pas reprendre l'éducation. Tout ce que tu as appris pendant les années de sous-estimation t'appartient définitivement. La compréhension du fonctionnement des gens, de leurs points de rupture, de leurs cachettes, de la façon dont ils se trahissent sans le vouloir. Ce savoir a été acheté avec leur mépris, et maintenant que le mépris est terminé, tu gardes l'éducation. Leur sous-estimation n'était pas ta cage, c'était ta salle de classe, et tu as obtenu ton diplôme à l'instant où la vérité est sortie. Il y a une seconde couche à cela qui mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle change ta façon de traverser chaque pièce désormais. Les années de sous-estimation ne t'ont pas seulement enseigné à leur sujet. Elles t'ont enseigné sur toi une chose que ceux qui sont respectés tôt n'apprennent jamais. Elles t'ont appris à fonctionner sans validation extérieure. Mesure ce que ça signifie. Quelqu'un reconnu et loué dès le départ construit son moteur sur l'approbation. Il a besoin des applaudissements pour continuer d'avancer, parce que les applaudissements sont le carburant. Retire-les et il cale. Toi, on ne t'a jamais donné ce carburant. Tu as dû construire un autre moteur, alimenté par quelque chose d'interne, quelque chose qui n'a besoin de l'attention de personne pour continuer de tourner. Et ce moteur, une fois construit, est presque impossible à arrêter. Imagine deux machines. L'une fonctionne sur l'électricité d'un réseau extérieur. Elle est puissante, mais dès que le réseau tombe, elle est morte. L'autre fonctionne sur sa propre source interne. Plus difficile à construire, plus lente à démarrer, mais une fois lancée, couper l'alimentation externe ne change rien, puisqu'elle n'y a jamais été raccordée. Tu es la seconde machine, élue. Les années sans reconnaissance t'ont forcé à devenir autonome. Et maintenant, alors même que la reconnaissance arrive enfin, tu n'en as pas réellement besoin, ce qui est précisément ce qui rend sa réception sans danger. Ceux qui ont passé ces années à être encensés dépendent de la continuation des éloges. Toi, tu ne dépends de rien. Et cette différence, invisible pendant des années, est sur le point de devenir la chose la plus importante à ton sujet, parce que l'approbation est capricieuse, et que tu t'es construit pour fonctionner sans elle. Leur sous-estimation ne t'a pas seulement enseigné les gens, elle t'a rendu libre d'eux. Et cette liberté est la seule chose qu'aucune sous-estimation ne pourra jamais leur permettre de reprendre. Chapitre 10. Le public n'a pas seulement réagi, il a disjoncté. Quand la vérité sur toi a émergé, la réaction n'a pas été une réaction normale. C'était une surcharge du système. Et le caractère précis de cette surcharge t'apprend quelque chose d'important. Les gens ne paniquent pas quand ils te comprennent. Ils paniquent quand ils admettent enfin qu'ils ne t'ont jamais compris. Et c'est ce que la révélation a imposé. Ce n'est pas l'information nouvelle en elle-même qui a provoqué l'effondrement. C'est la prise de conscience soudaine et indiscutable que toutes leurs anciennes informations étaient fausses. Chaque supposition, chaque avis assuré, chaque dossier mental construit à ton sujet, tout révélé comme des données corrompues en un seul instant. C'est pour ça que ça s'est propagé ainsi. Pas l'admiration d'abord, la panique d'abord. Celle qui traverse un groupe quand tout le monde comprend simultanément avoir mal lu la même personne. Soudain chacun avait quelque chose à dire, y compris ceux qui juraient avoir oublié ton existence. D'anciens contacts ont refait surface. Des gens qui t'avaient écarté se sont mis à agir comme s'ils t'avaient soutenu en silence depuis toujours. L'histoire s'est réécrite en direct par des gens se précipitant pour se retrouver du bon côté d'une vérité,
dont ils avaient été du mauvais côté pendant des années. Imagine quelqu'un laissant tomber un dossier confidentiel sur une table, au milieu d'une pièce pleine de gens persuadés de connaître toute l'histoire. Ils tournent les pages et leurs visages changent à chacune, parce que le dossier réécrit tout. Le personnage principal n'était pas celui qu'il croyait. Le discret était le centre depuis le début. Et maintenant chaque souvenir doit être recompris à la lumière de ce qu'ils viennent d'apprendre. C'est ce que ta révélation a fait. Elle a mis tout en question. Chaque interaction passée, chaque rumeur crue, chaque supposition traitée comme un fait. Et le questionnement n'a pas eu le goût de la curiosité. Il a eu le goût d'un sol qui bouge. Parce que découvrir qu'on s'est trompé sur une chose importante oblige à se demander sur quoi d'autre on se trompe. Voici la raison plus profonde de la propagation de la panique. Les humains s'accrochent aux histoires qu'ils se racontent sur les gens comme à des doudous. L'histoire simplifie le monde. Elle indique à qui se fier, qui écarter, qui compte et qui non. Et quand une histoire aussi centrale se brise, ils ne perdent pas seulement une information. Ils perdent un morceau de leur sentiment de contrôle. La tienne s'est brisée, et avec elle est partie leur certitude confortable, et la certitude confortable n'est pas une chose qu'on abandonne sans bruit. Et maintenant, ils ne peuvent plus détacher le regard. Pas nécessairement par admiration, mais parce qu'au fond ils savent une chose dérangeante. Ils ne t'ont jamais vu. Et s'ils ont raté quelque chose d'aussi énorme, d'aussi près, aussi longtemps, que sont-ils en train de rater en ce moment même? C'est cette pensée qui verrouille l'attention sur toi. Pas la fascination, l'effroi. Chapitre 11. Tu ne les as pas brisés. Tu as brisé leur réalité. Voici la couche située sous tout le reste, celle qui explique pourquoi cela a coupé bien plus profond qu'une surprise ordinaire. Ta révélation n'a pas seulement changé ce qu'ils pensaient de toi, elle a changé ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes. Elle n'a pas détruit leur confiance en toi, elle a détruit leur confiance en leur propre jugement. Et c'est une plaie qui ne se referme pas, parce qu'on se remet d'avoir mal jugé une personne, mais se remettre de douter de sa capacité à percevoir qui que ce soit clairement est un chemin bien plus long. La chose la plus effrayante n'est pas celui qui te montre sa force, c'est celui qui te fait douter de tes propres yeux. Et c'est ce que la révélation leur a fait. Elle les a forcés à envisager une possibilité brutale, que leur perception n'est pas fiable, que leurs lectures sont fausses plus souvent qu'ils ne le savent, que l'assurance avec laquelle ils traversent la vie n'est pas la même chose que l'exactitude. Imagine quelqu'un lisant une carte avec assurance depuis des années, sûr de chaque itinéraire, certain de son sens de l'orientation. Et puis quelqu'un retourne la carte et lui montre qu'il la tenait à l'envers depuis le début. Ce n'est pas seulement qu'il a pris un mauvais virage, c'est que chaque trajet dont il était fier devient suspect. La désorientation ne porte pas sur un voyage, elle porte sur l'instrument lui-même. C'est l'effondrement qui se joue en eux. Pas « je me suis trompé sur lui », mais « si je me suis trompé à ce point sur lui, sur quoi d'autre ?» Leur goût, leur relation, leur jugement sur qui garder près d'eux et qui écarter. La révélation n'est pas restée confinée à toi. Elle a fui dans tout parce qu'un esprit qui découvre une erreur assurée s'interroge immédiatement, et à juste titre, sur toutes les autres. Pense à un miroir traversé d'une fissure. On y voit encore un visage, mais chaque reflet est désormais déformé, et on ne peut plus jamais s'y fier totalement. C'est l'effet que leur propre esprit leur fait quand ils te regardent, maintenant. Familier mais plus fiable. Et une personne incapable de se fier à sa perception se trouve dans une position très inconfortable. Voici la part qui les hante vraiment. Ils n'ont pas été dupés. C'est ce qu'ils voudraient croire, parce que la duperie ferait d'eux des victimes. Mais ils n'ont pas été trompés. Ils étaient inaptes. Ta profondeur ne les a pas trahis. Leur perception superficielle les a trahis. Tu ne les as pas piégés pour qu'ils te jugent mal. Ils manquaient simplement d'amplitude pour te juger correctement. Et la révélation a rendu ce manque visible, pas seulement à toi, mais à tous, y compris à eux-mêmes. Tu n'as pas ébranlé leur confiance en toi, élu. Tu as ébranlé leur confiance en leur esprit tout entier. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas simplement passer à autre chose. Passer à autre chose exigerait de refaire confiance à leur jugement, et leur jugement est précisément ce que la révélation a mis en cause. Chapitre 12. Le masque ne peut plus être remis. Parlons de la permanence de tout cela, parce que c'est important et parce que c'est ce qui rend la révélation définitive plutôt que passagère.
Il y a une liberté très spécifique dans ce qui vient de se produire, et la voici. Ils ne pourront plus jamais te remettre le masque. Pendant des années, ils te définissaient. Ils décidaient qui tu étais et te traitaient en conséquence. Et parce que leur version était la seule disponible, elle fonctionnait comme la réalité. Tu vivais à l'intérieur d'une description écrite par des gens qui ne t'ont jamais compris. C'est terminé. Définitivement. Parce qu'une fois la vérité visible, on ne peut plus la dévoir. Une fois que tout le monde a aperçu le vrai toi, plus personne ne peut vendre l'ancienne version avec succès. L'étiquette ne colle plus à une surface déjà dévoilée. Le récipient ne peut plus contenir ce qu'on a déjà vu déborder. Tu as été libéré de la description et il n'y a aucun moyen de t'y remettre. Imagine un rideau qui a dissimulé une scène pendant des années. Tout le monde faisait des suppositions sur ce qu'il y avait derrière. Des croyances entières ont été bâties sur ces suppositions. Puis le rideau tombe, la scène est pleinement éclairée et chacun voit ce qui s'y trouvait réellement. On ne peut pas raccrocher ce rideau. L'image est dans tous les esprits désormais. La supposition meurt à l'instant où la réalité est vue. C'est ta situation élue. Le rideau est tombé. Et même ceux qui préféraient la supposition, même ceux qui t'aimaient mieux en version réduite de leur invention, ne peuvent pas forcer le rideau à remonter. Ils peuvent détourner le regard. Ils peuvent prétendre n'avoir rien vu. Mais ils ont vu. Et ils savent qu'ils ont vu. Et ce savoir est permanent. C'est pourquoi chacun de tes pas désormais leur rappelle la vérité. Tu n'as rien à dire. Tu n'as pas à évoquer la révélation. Ta simple présence, à partir de maintenant, est une correction vivante de tout ce qu'ils croyaient. Chaque fois qu'ils te voient, ils voient que la preuve de leur erreur, et ils n'y peuvent rien, parce que tu te contentes de vivre, et que ta vie est la preuve. Tu n'as jamais été le faible. Tu n'as jamais été le silencieux au sens où ils l'entendaient. Tu n'as jamais été un figurant dans ta propre histoire. Tu étais la chose qu'ils ont sous-estimée tout du long, tout le monde le sait maintenant, et un savoir pareil ne s'inverse pas. Chapitre 13. Ne laisse pas la révélation devenir un numéro. Avant de conclure, il y a un avertissement plus important que tout le reste de ce message, et j'ai besoin que tu l'entendes nettement, parce que l'instant qui suit une révélation est celui où il est le plus facile de perdre tout ce qu'on vient de gagner. Le danger est le suivant. Maintenant qu'on t'a vu, il existe une attraction vers l'interprétation de la version révélée. Se pencher vers l'attention. Continuer de prouver ce qui vient d'être prouvé. Devenir quelqu'un qui démontre en permanence avoir été sous-estimé, qui rappelle sans cesse la révélation, qui vit en référence au moment où la vérité est sortie. Ne fais pas ça. Parce qu'à la seconde où tu commences à interpréter le vrai toi, ça cesse d'être le vrai toi. Ça devient un autre masque, simplement plus flatteur. Toute la puissance de ce qui s'est passé venait de son caractère non forcé. Tu ne t'es pas annoncé. Tu n'as pas fait campagne. La vérité a émergé d'elle-même, parce que tu vivais authentiquement sous les suppositions. Cette authenticité, c'est exactement ce que tu perdrais en transformant la révélation en marque. Imagine quelqu'un enfin reconnu pour une qualité qu'il possède réellement, et qui s'attache tellement à cette reconnaissance qu'il se met à fabriquer des démonstrations de cette qualité. Tout le monde sent le glissement. La chose réelle captivait précisément parce qu'elle n'essayait pas. La version jouée sonne creux précisément parce qu'elle essaie. Et ceux qui avaient touché la première deviennent méfiants devant la seconde, à raison. Voilà le piège installé au sommet même de ce moment. La révélation a eu lieu parce que tu ne jouais pas. L'instinct en ce moment est de commencer à jouer ce que la révélation a révélé. Et cet instinct reconvertira lentement ton authenticité en exactement le genre d'image gérée que tu as passé des années à ne pas entretenir. Voici donc la discipline. Retourne à ce que tu faisais. La révélation était un effet secondaire d'une vie vécue avec vérité, pas un objectif poursuivi. Maintenant qu'elle a eu lieu, la bonne réponse n'est pas de bâtir dessus, c'est de revenir à la même vie sans arrière-pensée qui l'a produite. Continue de pointer ton attention vers les choses réelles. Laisse la révélation être un événement, pas quelque chose que tu administres. Ceux qui restent captivants après un moment pareil sont ceux qui le traitent comme la météo, pas comme une identité. C'est venu, c'est passé, et ils sont retournés à leur vie réelle. Ceux qui perdent tout sont ceux qui se mettent à habiter le moment, à le citer, à le protéger, à le jouer, jusqu'à ce que la chose même qui les rendait réels disparaisse. Tu n'as pas gagné en cherchant à être vu et lu.
Tu as été vu parce que tu ne cherchais pas. Ne laisse pas le fait d'être vu te transformer en quelqu'un qui cherche. Ce serait la révélation se battant contre elle-même et ce serait la manière la plus silencieuse de perdre tout ce que tu viens d'obtenir. Chapitre 14. Ce n'est pas un pic, c'est un commencement. Terminons, parce que je ne veux pas que tu te trompes sur la nature de ce moment. Ce n'est pas un instant viral au hasard. Ce n'est pas un coup de chance, un hasard, une attention temporaire qui s'éteindra en te laissant au point de départ. C'est une clôture enveloppée dans une révélation. C'est la fin d'une époque et le début d'une autre, et les deux se produisent dans le même souffle. Chaque fois que tu as baissé la tête, chaque fois que tu as ravalé tes mots, chaque fois que tu t'es senti incompris et que tu as choisi de ne pas t'expliquer, chaque fois que tu as encaissé un rejet que tu aurais pu combattre, tout cela construisait vers cet instant. Et cet instant vient de rompre la chaîne. Tu n'entres pas dans une identité nouvelle, tu entres dans l'identité qu'ils ont tenté d'enterrer, celle qui t'a toujours appartenu, celle que tu as protégée à travers des années de silence précisément pour qu'elle arrive intacte. Et il y a une chose à comprendre sur le calendrier. Rien de tout cela n'aurait frappé aussi fort si tu t'étais révélé plus tôt. Le timing fait partie de la puissance. La vérité a attendu le moment exact où elle produirait l'impact maximal, jusqu'à ce que le contraste entre leurs croyances et le réel soit à son plus tranchant. Trop tôt, ils s'en seraient moqués. Trop tard, ils auraient prétendu l'avoir toujours su. Mais à cet instant précis, aucune défense n'était prête, et la vérité a atterri de tout son poids. Regarde l'impact autour de toi. Les anciens détracteurs soudain silencieux. Ceux qui t'écartaient désormais prudents dans leurs mots. Certains qui applaudissaient tes difficultés envoient maintenant des messages de soutien, comme s'ils n'avaient pas attendu ta chute. D'autres ont disparu complètement, ce qui est un aveu à sa manière. Tout le paysage se réorganise autour de la réalité de qui tu es. Mais voici surtout ce que je veux que tu emportes, parce que c'est là que vit la liberté. Tu n'as besoin d'aucun d'eux pour compléter ceci. La révélation a déjà eu lieu, la vérité est déjà sortie, et la valeur de ce que tu es ne dépend pas de leur réaction. Si tous te reconnaissaient demain, tu ne serais pas davantage que ce que tu es. Si aucun n'admet jamais son erreur, tu ne seras pas moins. La révélation n'a jamais été pour eux. Elle était la conséquence naturelle de ta pleine visibilité, et la visibilité, une fois atteinte, t'appartient quel que soit le regard posé dessus. Alors absorbe ce moment, élu. Ressens le poids de ce qui a bougé. Ressens la liberté de savoir que le masque ne peut plus être remis, que la description qui t'a retenu pendant des années s'est dissoute, qu'à partir d'ici tu seras vu comme ce que tu es réellement, plutôt que comme ce dont quelqu'un avait besoin que tu sois. Tu n'as jamais été trop, tu n'as jamais été faux, tu n'as jamais été en retard, ni absent, ni petit. Tu étais la chose véritable depuis le début, silencieusement, patiemment, attendant l'instant où la vérité ne pourrait plus être niée. Et cet instant est arrivé. Non comme un cadeau de leur part, mais comme le simple résultat de ton refus de rétrécir assez longtemps pour que la réalité te rattrape. Si ceci t'a atteint, si cela a nommé une chose que tu ressentais depuis des années sans pouvoir la dire, verrouille-la. Écris 777 une dernière fois, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et emporte ceci avec toi. La vérité est sortie, élue, le masque est tombé, et ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est la première page de celle dont tu as toujours été destiné à être le centre.